Donc effectivement, moi, je suis Jean-Denis Moyer, je viens du CHU de Caen et je travaille en réanimation chirurgicale et je vous remercie pour l'invitation. Alors, je vous donne déjà quelques petites références, parce que je ne vais pas vous donner des outils parfaits, je vais vous donner des éléments de réflexion et des choses à ramener chez vous pour probablement améliorer, en tout cas je l'espère, la prise en charge des malades trachéotomisés dans vos unités. Donc il y a trois choses qui sont intéressantes à lire, je trouve. Il y a les recommandations formalisées d'experts qui ont été publiées en 2018, sous l'égide de Jean-Louis Trouillet. Globalement, ça va de l'indication de la trachéotomie à son management en réanimation. C'est plutôt intéressante. D'autres recommandations qui sont plus pratico-pratique. Alors, il ne faut pas regarder sur qui c'est proposé, c'est la trachéotomie dans le sevrage du malade qui a des maladies neuromusculaires, mais il y a une grande partie sur la gestion de la trachéotomie, c'est aussi intéressant à lire. Et il y a une fiche flash sécurité du patient HS publiée récemment qui lui parle d'un événement indésirable grave en service de soins critiques. Alors, pourquoi s'intéresser à la trachéotomie? Alors, il n'y a pas énormément de données, encore pas en France là-dessus, mais en tout cas, il y a une étude anglaise, une enquête anglaise qui date un petit peu maintenant, de 2018, mais sur 11 semaines, 219 hôpitaux, les unités de réanimation, mais aussi les unités de salle. Et en fait, ils ont mis en évidence que 30% des patients qui sont porteurs d'une trachéotomie auront un événement indésirable associé à cette trachéotomie durant sa présence. Alors, ils ont mis aussi en évidence d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils ont mis en évidence? Ils ont mis en évidence qu'il y a des choses qui sont bien faites. Les hôpitaux ont globalement, le plus souvent, 80%, une procédure qui concerne la trachéotomie, mais on est moins bon, entre guillemets, en réanimation, puisque seulement un service de réanimation sur deux a une procédure qui concerne la trachéotomie en réanimation. Et surtout, un tiers des hôpitaux ne formaient pas leur personnel à la gestion de la trachéotomie, ce qui est, à l'heure où il y a un turnover du personnel paramédical assez important, extrêmement important à prendre en compte parce que ça fait perdre en compétences. Pourquoi je vous dis que ça fait perdre en compétences? Parce que, en fait, par exemple, si on prend cette fiche flash dont je vous ai parlé avant, c'est un événement indésirable grave. Donc, c'est un malade qui a une gestion un peu calamiteuse, on va dire, de sa trachéotomie, qui a fini par décéder. Les points qui sont mis en exergue par l'HAS dans ce dossier-là, c'est qu'en fait, le nombre de patients qui est trachéotomisé est en diminution. Donc, ça fait qu'on a encore moins souvent l'habitude de les prendre en charge, que le personnel manque d'expérience et qu'il n'y avait pas de procédure institutionnelle. Quand on fait ce constat, le premier message que je dois vous faire, c'est que nous, globalement, ce qu'on a tendance à faire, c'est ça. C'est la petite recette locale. Et ça, c'est toujours le cas. Je suis passé dans plusieurs hôpitaux. Et à chaque fois, quand on demande aux internes, et on en discutera après, pourquoi vous changez la trachéotomie systématiquement à J5 ou J7, c'est les habitudes. Donc il y a une force des habitudes qui est extrêmement importante. On verra que ce n'est pas forcément justifié. Donc il faut passer de cette recette locale à la panoramix, à quelque chose d'un petit peu plus sécurisé, avec des procédures, des checklists, pour que les malades soient dans un environnement de sécurité. Alors, il faut faire attention parce que cette procédure, elle ne va pas répondre à toutes les problématiques. D'accord ? Là, je ne vais pas pouvoir tout balayer, mais en fait, un patient trachéotomisé, on peut individualiser la discussion en fonction de si sa trachéotomie, c'est pour un sevrage respiratoire, si c'est le patient du cérébro lésé, ou si c'est un trachéotomie pour un malade qui a des lésions des voies aériennes et un cancer des voies aériennes supérieures. Donc, en fait, ça ne va pas répondre à toutes les problématiques, mais quand même, d'avoir un cadre de sécurité, ça limite les erreurs. Alors, et ça, je ne suis pas le seul à le dire, c'est déjà en 2018, dans les recommandations, ils disaient que les experts suggéraient que les services de réanimation disposent d'un protocole de soins définissant la gestion de la trachéotomie et qu'il y ait aussi un protocole de décannulation. Vous voyez, ils positionnaient le fait qu'il fallait avoir des procédures assez spécifiques sur la trachéotomie. Alors, pour pouvoir anticiper les problèmes, il faut savoir quels problèmes peuvent arriver. Donc en fait, il peut y avoir deux types de complications. On va distinguer les complications qui seront précoces des complications qui seront un peu plus tardives. Les complications précoces, c'est les complications qui vont apparaître après la trachéotomie. Qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir des complications qui sont mineures, des saignements autour de l'orifice de trachéotomie qui sont plutôt en rapport avec des saignements de petites veines et la compression simple va suffire. D'accord? Il faudra surveiller que ça ne récidive pas. Il peut y avoir des complications qui sont plus majeures, qui sont des complications qui sont liées à des lésions des gros vaisseaux et surtout le plus souvent des artères thyroïdiennes quand c'est un passage transsismique. Et dans ces cas-là, il faudra discuter d'une reprise chirurgicale. Donc, une des premières choses à faire, c'est de surveiller en post-opératoire immédiat ou en post-trachéotomie percutanée la présence d'un saignement. Des complications qui sont décrites comme ici précoces, même si elles ne vont pas survenir dans les 24 premières heures, mais le plus souvent dans les 5 premiers jours, c'est les complications infectieuses qui doivent être prévenues par un nettoyage antiseptique, au savon antiseptique local, pas de bétadine ni de chlorhexidine. C'est le plus souvent suffisant pour prévenir ces complications. Et je rappelle qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir une antibioprophylaxie ni pendant le geste, ni de manière prolongée. Ensuite, il peut y avoir les complications à type d'obstruction de canule.
À ce moment-là, le plus souvent, effectivement, c'est lors de la trachéotomie, il y a eu un saignement et sur les sécrétions épaisses ou sur les sécrétions sanglantes, ça va obturer la lumière. Et à ce moment-là, le malade va avoir effectivement extrêmement de mal à respirer. Une question qui se posera, mais on en reparlera après, on pourra en discuter après, parce que je suis sûr que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que je vais proposer, c'est de savoir s'il faut la changer ou pas systématiquement. En tout cas, si lors de la post-procédure, il y a une obstruction de la canule, il faut soit, si c'est une canule avec une chemise interne, changer de la chemise interne, soit si c'est une canule avec une monochambre, il faut changer la canule de trachéotomie. Donc ça, c'est les complications précoces. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses pas très spécifiques à la trachéotomie, c'est une surveillance d'un geste invasif qui a eu lieu. On surveille le fait que ça ne saigne pas, que ça ne s'affecte pas et que la canule n'est pas bouchée. Il y a un événement qui est extrêmement anxiogène et qui est encore plus anxiogène quand il survient au tout début de l'histoire de la trachéotomie, c'est la gestion de la décanulation accidentelle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand la décanulation survient alors que l'orifice de trachéotomie n'est pas pour le moment totalement formé, il peut se refermer et rendre la recanulation extrêmement complexe. À ce moment-là, c'est pour ça que vous verrez que je propose à la fin du fait qu'il y ait une checklist, mais il faut savoir que c'est un événement qui nécessite plusieurs opérateurs, donc il faut appeler à l'aide. Si c'est une trachéotomie chirurgicale, on peut appeler le chirurgien. Préparer le matériel de réintubation, parce que si vous n'arrivez pas à le recanuler, il va falloir avoir accès aux voies aériennes supérieures, et ça va passer par l'intubation orotrachéale. Et vous pouvez aussi préparer le fibroscope bronchique. Nous, c'est ce qu'on fait, parce que quand l'orifice de la canule de trachéotomie est tassé et pas totalement refermé, on peut arriver à le canuler en ayant mis la canule sur la fibroscopie, comme une intubation nasofibroscope, mais en réanimation, d'accord ? Ça doit se faire position allongée, et bien sûr, comme je vous disais, s'il y a un échec de recanulation, à ce moment-là, il faut proposer de switcher sans trop tarder vers l'intubation orotrachéale. Mais l'outil, et ça qui doit être présent dans les chambres, est toujours présent dans les chambres des malades trachéotomisés, c'est la pince de Killian ou la Borde, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la pince 3 branches, qui permet de réouvrir les orifices de trachéotomie et de recanuler les malades le plus rapidement possible. Sachant que quand on la maîtrise bien, on peut, à travers la pince de Killian, quand elle est ouverte, passer la canule de trachéotomie pour recanuler à travers. La lumière est suffisamment grande, donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il faut que cette pince suive le malade, même s'il va au bloc opératoire, parce que parfois ils oublient de la prendre, et les décanulations, ça arrive aussi au bloc opératoire. Donc c'est un outil essentiel dans la gestion des événements indésirables du patient trachéotomisé. Alors, la question dont on discutait tout à l'heure, c'est faut-il changer systématiquement la canule de trachéotomie ? Pour ceux qui travaillent en réanimation, qui la change systématiquement dans les premiers jours ? D'accord ? Donc, et qui ne la change pas du tout ? Personne, donc quand il y a une minorité qui la change et la majorité qui n'en change pas de canule, donc après c'est peut-être ce qu'il faut faire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les pratiques sont variables. Aux États-Unis, 80% des services la changent, alors qu'aux Pays-Bas, ils ne la changent jamais. La seule chose qu'on sait, globalement, c'est que la canule de trachéotomie, et ça c'est une étude qui avait été réalisée, c'est des études de matériaux-vigilance, c'est qu'à partir de 30 jours, le matériel de trachéotomie se dégrade. D'accord ? Donc en fait, la durée de vie de trachéotomie ne peut pas dépasser 30 jours. Donc il faut la changer de toute manière systématiquement au-delà de 28 à 30 jours. Okay ? Et ça va un petit peu avec ce qui se passe, ce que proposent les recommandations. Les recommandations britanniques disent que la canule simple, c'est tous les 15 jours et la canule avec chemise interne, c'est tous les 30 jours. Alors pourquoi ils font une distinction ? Parce que comme il y a la chemise interne dans la canule avec double canule, eh ben, en fait, le risque d'obstruction est minime. L'idée de la changer systématiquement, c'est de réduire peut-être l'intensité des granulomes, même si ça c'est discutable. C'est surtout d'éviter les obstructions. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous proposer ? En fait, on va faire les choses qui sont simples. Déjà, il ne faut pas les changer tant que le malade n'est pas au niveau stable, au niveau respiratoire. Normalement, la trachéotomie a été faite quand il était stable, mais s'il est toujours ventilé 24 heures sur 24, en 40 ou 50% de FiO2, le bénéfice de la changer ne me paraît pas forcément évident. Quand le malade est un peu plus stable et que vous avez dépassé pour une trachéotomie chirurgicale plus de 5 jours, à ce moment-là, vous pouvez discuter de la changer. D'accord ? Et ça, c'est surtout vrai si c'est globalement une canule avec une chemise unique pour limiter le risque d'obstruction. Et on va passer à 7 jours, d'accord, pour la trachéotomie percutanée. Pour les canules qui ont une chemise, moi je ne propose pas de changement systématique et on ne les change pas systématiquement chez nous. D'accord ? Donc, je ne sais pas avec quoi vous canulez directement vos malades, mais en tout cas, nous on les canule avec des canules avec des chemises internes et on ne les change pas systématiquement, sauf s'il y a une obstruction, un problème. Et on fait un changement avant J28 et ensuite il faut essayer de changer tous les 28 jours. Cette stratégie, ça nous permet de se mettre à distance globalement de la pose de la trachéotomie et d'une complication qui pourrait apparaître au moment du changement de cette canule.
Alors comment on fait pour la changer? Là, il faut aussi avoir une procédure. Je pense que c'est un geste qui peut être un peu anxiogène et un peu mal maîtrisé. Il faut remettre le patient dans la position dans laquelle il a été lorsque la trachéotomie a été réalisée, préparer le plateau de canule, d'accord, et effectivement préparer tout le matériel, donc le système de fixation, le velcro, la pince de la borde et un manomètre pour contrôler le ballonnet. Le plus souvent, on la repositionne après l'avoir lubrifiée parce qu'on a mis à l'intérieur un petit dilatateur et on s'oriente vers le bas. Il faut faire ça tout doucement, ça ne doit pas forcer. Si ça force, c'est qu'il y a un souci et on peut toujours se faire aider des chirurgiens. Nous, on les préalerte quand on change la canule de trachéotomie pour qu'il y ait au moins des internes ou un dessineur disponible. Ça, c'est pour les complications précoces. Donc, je vous ai expliqué comment les surveiller, rien de spécifique. Est-ce qu'il faut changer? Ma réponse est, à mon avis, plutôt non. Ça dépend un peu du contexte local aussi. Et après, il y a les complications tardives. Et alors, les complications tardives, je ne vais pas tous vous les détailler, mais ce qu'il faut savoir, en fait, pour avancer dans le topo, c'est que ça provient de deux choses. Ça provient de soit le ballonnet est gonflé de manière trop importante et il reste gonflé de manière trop longtemps, soit en fait la canule est trop grosse et elle abîme les voies aériennes supérieures. C'est des complications qui vont entraîner soit des hémorragies, soit des granulomes, soit des fistules trachéobronchiques ou œsophagiennes. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait la stratégie, ça va donc être d'essayer de réduire le plus longtemps la durée pendant laquelle le ballonnet est gonflé et de réduire le plus rapidement possible la taille de la trachéomie en fonction de la pathologie sous-jacente. Alors, l'idée, c'est donc ça, de réévaluer, est-ce qu'il faut garder le ballonnet gonflé et est-ce que je peux changer la taille de la trachéotomie? Alors, est-ce que je peux dégonfler le ballonnet? Est-ce que je peux le faire? Alors, cette étude a démontré que oui, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Globalement, ils ont randomisé soit les malades avec ballonnet gonflé, soit les malades avec ballonnet dégonflé. Et à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un test de déglutition. Les malades qui avaient un succès au test de déglutition, ils reprenaient l'alimentation dans le groupe effectivement ballonné dégonflé, hein, et ceux qui n'avaient pas de succès à ce test de déglutition, en fait, ils laissaient la sonde nasogastrique et les alimentaient par la voie nasogastrique. Qu'est-ce qu'ils ont démontré? Ils ont démontré que, en fait, il n'y avait pas de risque infectieux, il n'y a pas plus de pneumonie quand vous dégonflez le ballonnet que les malades sont en ventilation spontanée. D'accord? Effectivement, j'avais oublié de préciser, mais c'est les malades qui sont à ce moment-là déventilés, alors que ce soit de manière très prolongée ou de manière un peu plus courte. C'était dès qu'ils avaient plus de 15 minutes, toutes les 4 heures, si je ne me trompe pas. Et ils ont un délai de sevrage du respirateur plus court dans le groupe ballonné dégonflé. Donc en fait, c'est une stratégie qui est faisable, qui n'est pas associée à plus de complications infectieuses. Et donc, dès que le malade commence à être déventilé, on peut dégonfler le ballonnet et on peut voir est-ce qu'on va pouvoir l'alimenter puisqu'on a dégonflé le ballonnet. Probablement que oui, d'accord. C'est des choses qui ont été aussi démontrées dans l'étude précédente. Les malades étaient alimentés, hormis gros troubles de déglutition, donc il faut les évaluer. Il faut essayer avec le ballonnet dégonflé, d'accord. Ça va limiter la pression sur l'œsophage et favoriser l'ascension laryngée, ce qui favorise le passage du bol alimentaire. On va utiliser des liquides colorés au départ pour voir s'il y a une fausse route, et il faut monter après en quantité progressive. On ne va pas les alimenter full péros dès le départ, d'accord. Il faut, et c'est ça qui est aussi un autre message, essayer d'intégrer les orthophonistes dans la prise en charge de ces malades. Moi, j'en avais pas où j'étais à Paris, à Beaujon, j'en ai beaucoup plus à Caen, et on les intègre dans la prise en charge, et elles nous aident à optimiser le sevrage, ou en tout cas à accélérer le sevrage de la canule de trachéotomie chez nos malades, et c'est globalement des partenaires extrêmement importants. Alors, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait dégonfler le ballonnet, les faire manger lorsqu'on est des périodes de sevrage, dans ces périodes de sevrage, est-ce qu'on peut favoriser la phonation? La réponse est oui, on peut favoriser la phonation, on peut la favoriser avec une valve de phonation. Le prérequis, il faut que le malade soit déventilé de manière partielle, ce que j'ai dit, et surtout qu'il ait une toux efficace, puisqu'il y a la canule de trachéotomie dans la lumière, et on voit sur ce petit schéma que le malade, en fait, il doit vaincre la canule de trachéotomie et l'oropharynx pour sortir les sécrétions, donc il faut qu'il ait une certaine autonomie respiratoire qui soit supérieure à celle qu'il avait au tout départ, et bien sûr qu'il ait une déglutition efficace. On en arrive à la question de comment faire pour limiter cette gêne induite par la canule de trachéotomie, mais c'est ce que je vous dis dès le départ. Il faut probablement réfléchir à diminuer, dès que c'est possible et qu'on rentre dans une phase de sevrage respiratoire active, de changer la taille de la canule de trachéotomie pour essayer d'aller vers des plus petites tailles. Ça limite l'encombrement endobronchique. Okay. La surveillance clinique, elle est classique. Il faut vérifier la tolérance respiratoire, que le malade est capable de parler. Si on met une valve phénovarbre et que le malade ne peut pas parler et qu'il s'encombre, ça ne sert strictement à rien. Et bien sûr, les signes de détresse respiratoire. Alors ensuite, quand on en arrive à la décannulation, faut-il faire une fibroscopie ou une nasofibroscopie systématique? La réponse est plutôt oui. Il y a cette étude qui a démontré que quand on faisait une nasofibroscopie systématique pour évaluer globalement la filière oropharyngée,
le fait qu'il soit capable de déglutir et la sensibilité laryngée, on réduisait le taux d'échec. Alors ça n'a pas été comparé à une stratégie, en tout cas on va dire sans nasofibro, mais en tout cas on a un taux d'échec de décannulation de 4%, ce qui est assez faible, et donc il faut probablement la positionner, et elle est positionnée effectivement dans les recommandations de 2018. Je vous ai mis le prérequis pour la décannulation. Effectivement, il faut que le malade soit sevré de la ventilation mécanique, qu'il soit autonome de ce point de vue-là. Il faut évaluer les sécrétions salivaires, est-ce qu'il est capable de déglutir ou pas, la sensibilité laryngée, est-ce que son déglutition, c'est un bolus consistant. Et ensuite, quand on a répondu oui à toutes les questions, est-ce que ce malade est donc sevrable de la trachéotomie, on peut le décannuler dans des conditions de sécurité optimales. Alors si je dois vous donner des recommandations, je vous les ai expliquées, c'est globalement ne pas rester sur des acquis, sur des habitudes, réfléchissez à ce qui est le mieux pour votre malade. Il faut s'intéresser à la gestion de la trachéotomie en réanimation, créer un groupe de travail pluridisciplinaire en intégrant les orthophonistes, c'est essentiel. Développer une procédure checklist autour de la trachéotomie, c'est une culture de sécurité exactement qui est essentielle. Et bien sûr, si on est intéressé, parce qu'il y a très peu de données sur la gestion spécifique de la trachéotomie en réanimation, s'intéresser et faire de la recherche clinique là-dessus. Et je vous mets une petite photo du millénaire à Caen. Voilà.